Et bienvenue à tous dans ce webinaire Scrapping et RGPD. Ça va Alexandre? Ça va, bonjour à tous. Bonjour Alan, comment ça va? Merci d'être avec nous. Très bien, avec plaisir, bonjour à tous. Bon, extra, donc on avait à peu près 170 inscrits, on a une trentaine de personnes qui sont déjà connectées. Bon, on vous remercie de passer cette fin de pause déj avec nous. On est content de pouvoir échanger avec vous. Hello Mathieu, salut Aurélie, Grégoire, comment ça va? Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Je vous ai invité pour ce webinaire deux invités de marque. On a Alexandre, le CEO de Société Info, et Alan qui s'occupe d'un cabinet d'avocats. Donc là, on va avoir un peu la confrontation start-up légale et enfin les bonnes réponses. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions en plus des miennes du séminaire. Hello Nesrine, Tamim. Oui, c'est vrai que MyBizDev, nous, on faisait des événements tous les mois. Dans un monde antérieur, on se voyait même d'ailleurs dans une salle qu'on louait vers Miromesnil et Invalides avec des experts, dans un monde post-Covid. Ouais. On espère bientôt pouvoir tous vous revoir en physique. Ça fait toujours plaisir de pouvoir se voir aussi, boire une bière à la fin du webinaire. Bon, en attendant, mine de rien, c'est aussi pratique les webinaires parce que ça nous permet, sans limite géographique, d'avoir du contenu de qualité, de faire venir des speakers qui peuvent rapidement se connecter avec nous. Donc, on a aussi des bons côtés, quoi. Hello PJ. Et c'est vrai que c'était un sujet qui me tenait quand même à cœur aujourd'hui parce que on va parler scrapping, on va parler RGPD. Je crois que la RGPD on entend vraiment tout et n'importe quoi depuis 2 ans ou 2 ans et demi. Dès qu'on en parle avec un CEO de start-up ou dirigeant d'entreprise et même des fois des avocats, il y a même des pénalistes en fait qui parlent d'RGPD. Maintenant, enfin, on a toujours un son de cloche différent et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie moi d'inviter 2 personnes. Alexandre qui travaille justement dans tout ce qui est fichier de prospection avec sa Société Info et je me suis dit on va pas faire l'avocat du diable, on va mettre en face aussi quelqu'un du légal. Donc on a Alan Walter qui est avec nous pour challenger un peu ces idées-là, nous dire ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire et voir comment préparer sa rentrée. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui peuvent trouver ça bizarre que moi, Maxime Paris, MyBizDev, je parle RGPD, sachant que pendant des années, j'ai mis en avant tous les outils de scrapping. Et c'est des choses qu'on a fait dans Paris de manière plutôt volumique. Et je pense que mine de rien, je reste un modèle de dirigeant qui a utilisé ces choses-là et qui aujourd'hui se pose les bonnes questions en fait et qui a envie d'avoir des réponses. Peut-être que tu voulais nous dire un petit mot, Alexandre, avant de démarrer aussi, avant qu'on rentre dans le vif. Non, oui, c'est un sujet chaud, parce que comme tu le dis, tout le monde ne sait pas vraiment gérer tout ça. Et puis nous-mêmes, d'ailleurs, on a travaillé longuement, nous aussi, sur ces questions-là et ce modèle, parce qu'au début, on ne voulait même pas faire de contact à cause de la montée de la RGPD, parce qu'au départ, nous, on est une base plutôt orientée entreprise, les données d'entreprise, données du web, etc. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé au contact qu'on avait longtemps mis de côté. Faute de trouver un modèle RGPD compliant, quoi. Donc on a travaillé longuement sur le sujet avec Alan d'ailleurs, et pour trouver des solutions, justement des failles, des optimisations qui puissent nous permettre d'être compliant tout en pouvant générer des contacts. Et on va expliquer un petit peu les contours de ce qu'on peut faire, pourquoi, et ce qui est bien, ce qui est moins bien, et les acteurs aussi comme nous, tels que nous, nos concurrents y compris. Il y a des gens qui se permettent des choses qu'il ne faudrait pas faire et ça peut vous retomber dessus. Donc, c'est bien de faire attention. Avant qu'on lance l'intro, si Alan, toi, dans ton cabinet d'avocat, est-ce que c'est des sujets maintenant qui sont récurrents, les dirigeants s'y intéressent ou pas forcément? C'est quoi ton ressenti, toi, de l'autre côté de la barrière, là, sur ces sujets, déjà, l'appétence? C'est des sujets plus que récurrents, en fait. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en 2018, un peu avant 2018, il y avait ceux qui étaient pré-paniqués et qui se sont dit, oh là là, il y a le RGPD qui rentre en vigueur, il faut faire quelque chose. Donc là, pendant 9 mois, les 3 quarts de notre activité, c'était ça. C'était de faire de la mise en conformité RGPD. Et puis, le soufflet est bien retombé. Et je dirais que c'est milieu de l'année dernière, fin de l'année dernière, où start-up, mais surtout grands groupes, qui n'avaient pas du tout envisagé le point et qui avaient fait 3 trucs dans un coin, se sont dit, mais en fait, là, on est vraiment à la bourre, quoi. Et là, en fait, il y a les sanctions qui tombent, il y a les contrôles qui tombent, etc. Donc là, il faut vraiment qu'on se mette à faire quelque chose. Et donc là, on a un renouveau un peu du RGPD, mais avec une maturité qu'on n'avait pas du tout il y a 3 ans. C'est-à-dire que maintenant, on a un peu de recul, on a des décisions,
On a tous beaucoup réfléchi. Avocats, start-up, gros hackers, enfin voilà, tout le monde s'est vraiment posé plein de questions et on trouve encore de nouvelles réponses aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir et à encadrer des pratiques, comme on a pu le faire avec Société Info et comme on le fait avec beaucoup de nos clients dans des domaines très variés. Que ce soit le marketing, la santé, les RH, voilà, il y a vraiment beaucoup de sujets, mais effectivement, nous, c'est un sujet quasi quotidien. Et je suis assez d'accord, je rigolais tout à l'heure quand tu disais on entend tout et n'importe quoi. Nous, on entend tout et n'importe quoi parce que tout le monde se dit avocat, consultant, technicien, c'est-à-dire que tout le monde est spécialiste RGPD, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu déplaces ta souris et en dessous, il y a 3 spécialistes RGPD. Donc, je n'ai pas la prétention d'être forcément meilleur que les autres, mais c'est vrai que force est de constater qu'il y avait un marché, hein, il y avait un business que certains ont dû voir comme très juteux. Donc, comme dans tous ces cas-là, il y a des charlatans, quoi. Donc, faut juste essayer d'éviter cela et d'arriver à avoir les bonnes réponses, quoi. Les bonnes réponses, yes, extra. Je vais pas tarder à lancer l'intro. Juste avant, tiens, messieurs, quand même, on pourrait refaire une courte présentation de vous, de quelques secondes. Alexandre, est-ce que tu veux nous représenter, toi et Société Info, pour le coup? Simplement, oui. Nous, Antoine, mon associé et moi-même avons créé Société Info il y a à peu près 5 ans maintenant. On l'a commercialisé à peu près il y a 4 ans. L'idée était en fait de constituer vraiment une base de données d'abord entreprise à forte valeur ajoutée en intégrant pas mal de données du web, donc d'abord en matchant des sites web, en construisant un vrai moteur de recherche pour affiner, pour cibler les sociétés, puis derrière en tirant la pelote de laine, on est allé indexer des employés, générer les emails on a ouvert aussi des services d'enrichissement de données, du coup pour les mêmes sujets, enrichissement de contacts, enrichissement d'entreprise, et également mettre à disposition tout un tas d'API pour intégrer ça dans des CRM, dans les ERP, etc. Voilà, on a fait le tour du sujet maintenant. Bon, extra. Alan, est-ce que tu veux nous présenter aussi, toi et ton cabinet, brièvement? Ouais, très rapidement. Donc j'ai cofondé avec Fabien Billet, donc le billet de Walter Billet, le cabinet il y a quelques années maintenant. Ça fait 6-7 ans qu'on existe. On est très orienté tech. Voilà, la quasi-totalité de nos clients sont soit des acheteurs, soit des éditeurs de techno. Donc on intervient alors pour ma partie vraiment sur les sujets data, propriété intellectuelle et contrats informatiques. Et puis on accompagne aussi nos clients en droit des sociétés, donc levée de fonds, cession, acquisition, en droit du travail, en droit fiscal. Et on travaille en fait aussi bien et presque à parts égales avec des startups, parfois très early stage parce qu'on est partenaire de Station F, donc il y a vraiment des toutes petites boîtes, et puis des sociétés un peu plus grosses jusqu'à des startups qu'on sont plus vraiment. On travaille avec Vestiaire Collective, avec Zalando, voilà, avec des sociétés comme ça. Et puis on travaille aussi avec des fonds d'investissement et des corporates. Bon, extra. Ouais. Je vais représenter brièvement aussi du coup MyBizDev. Donc MyBizDev, moi je suis le fondateur, cofondateur, Maxime. On est une société en fait qui vendons des business développeurs. Donc j'ai un peu plus de 300 clients startups sur Paris. Ils m'appellent parce qu'il leur faut des bizdev que je leur mets à disposition, soit pour du recrutement direct CDI, soit du freelance. Donc j'ai à peu près 250 business développeurs là qui tournent en ce moment sur Paris, dont 90% de chasseurs qui font de la prospection automatisée. Ceux qui me connaissent pendant plus de 2 ans, tous les mois, j'ai fait des événements et des webinaires qui parlaient scrapping, automation et gros hacking. Il y a à peu près 2-3 semaines, Élise Lucet a mis un gros pavé dans la mare en tombant sur tous les scrappers du marché et en promulguant que c'était illégal. Donc on s'est tous posés, on a réfléchi et on s'est dit tiens, je vais appeler moi 2 invités de marque et spécialistes du sujet pour pouvoir nous donner les bonnes solutions pour qu'on puisse continuer à construire des fichiers de prospection B2B GDPR friendly. Je pense que ça va être un enjeu majeur. Donc merci à tous les inscrits, à ceux qui sont avec nous. J'ai préparé moi un pool de questions pour Alan que je vais challenger en Q&A. Et une fois que j'aurai bien challenger Alan. Là, Alexandre, on va arriver sur toi et on va surtout essayer de parler solutions là à ce moment-là. Donc, moi, je suis un peu votre porte-parole. Ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des use cases à me poser vos questions et je les retransmettrai bien sûr à nos 2 invités. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs?
Bon, déjà, scrapping et base de données, est-ce qu'on a le droit? C'est quoi les règles en vigueur en ce moment? Question de base, quoi. Ouais, question basique parce que assez évidente à se poser, mais en fait finalement assez compliqué dans sa réponse. On va essayer de rendre ça digeste pour tout le monde. On est fin de pause déj, donc personne s'étouffe avec son café. En fait, le vrai sujet, et on y reviendra après, c'est la question de la source. C'est où est-ce que je vais récupérer ma donnée? Il y a une espèce de bataille en jurisprudence depuis 15 ans de savoir qui est protégé par le droit du producteur de base de données et qui ne l'est pas. En fait, c'est un droit spécifique qu'on a créé au niveau européen et qui est assez étonnant parce que c'est un droit qui est économique. C'est un droit qui protège les investissements d'un acteur pour constituer une base. Parce qu'en fait, on s'est dit il y a 20 ans ou 25 ans, et ce que fait Société Info aujourd'hui avec beaucoup de succès, c'est de dire je vais enrichir de la donnée. Parce qu'il y a des bases éparses avec plein d'infos, mais une base toute seule, elle n'a pas une super valeur. Par contre, si je vais récupérer des infos dans 4 bases différentes pour en créer une 5e, ben ça va avoir une vraie valeur ajoutée pour une catégorie d'acteurs. Et le législateur européen a validé ce processus en disant mais ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça c'est un vrai travail compliqué, technique. Il faut aller récupérer la donnée, il faut la comprendre, il faut dédoublonner, il faut arranger la donnée, il faut la rendre compréhensible. Ça c'est long, c'est cher, donc on va le protéger. Et ils ont créé le droit du producteur de base de données. En fait, contrairement au droit d'auteur par exemple, où à partir du moment où je fais un dessin, même s'il est nullissime, il est protégé par le droit d'auteur. Bah, la base de données, c'est pas automatique. Il faut que je prouve que j'ai réalisé des investissements et que ces investissements étaient importants. Donc, une fois que j'ai apporté cette preuve, eh ben, j'ai un droit d'empêcher la contrefaçon. Donc, j'ai le droit d'empêcher que quelqu'un vienne récupérer une partie substantielle de ma base. Donc, on a une première discussion systématique qui est de savoir, est-ce que je suis producteur d'une base de données ? Et je prends un exemple très concret avec Le Bon Coin, puisque la jurisprudence a encore changé il y a 3 mois. Le Bon Coin, ça fait des années qu'on nous dit, c'est qu'on arrive à obtenir que Le Bon Coin ne soit pas un producteur de base de données, parce que c'est pas lui qui va chercher l'info. C'est l'utilisateur qui vient poster son annonce. Donc, c'est l'attractivité du site qui fait que la base grossit. Et donc, jusqu'à maintenant, les tribunaux français considéraient qu'il n'y avait pas de raison que ce travail-là soit protégé par le droit du producteur de base de données. Et puis, nous, alors, on a fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Dernier revirement de jurisprudence février cette année. Le tribunal de Paris nous dit, bah, en fait, Le Bon Coin, ils ont des investissements dans l'attractivité de leur site, dans la vérification des annonces, enlever les arnaques, corriger des fautes, par exemple. Parfois, il y a une erreur de prix, une erreur de mètre carré, parce que le sujet, il est beaucoup sur l'immobilier. Et donc, ce travail-là, eh ben, nous, on considère que ce sont des investissements. Et du coup, ça protège la base du Bon Coin. Ok. Mais tu vois, typiquement, quand on a regardé le reportage il y a quelques semaines, on voit Élise Lucet qui prend un logiciel américain qui s'appelle Lucha, qui va sur LinkedIn, qui attrape le numéro de téléphone portable d'un haut gradé de l'armée et qui l'a au téléphone. Mais c'est qui les responsables dans ce cas? Est-ce qu'on a le droit ou qui n'a pas le droit? C'est LinkedIn, c'est Lucet ou c'est le haut général qui a ses responsabilités là-dedans? Ouais. Et là, du coup, le premier point, c'est de se dire, déjà, si je fais du scrapping, alors, ce qui n'est pas l'exemple d'Élise Lucet, hein, puisque elle y va à la main. Mais si je fais du scrapping et que je récupère une tonne de bases de données, est-ce que LinkedIn est un producteur de bases de données? Bah, avec ce qu'on vient de se dire, c'est franchement pas évident. C'est-à-dire que si demain on se désinscrit tous de LinkedIn, pour une raison ou une autre, il y a plus de valeur et c'est pas eux qui vont venir récupérer l'information. Donc, j'aurais tendance, moi, à considérer que LinkedIn, ils sont pas producteurs de bases de données. Là où ça devient un peu compliqué, c'est que les conditions générales de LinkedIn m'interdisent le scrapping. Donc, ça veut dire que à partir du moment où je m'inscris sur LinkedIn, j'accepte les conditions générales et que je fais quand même du scrapping, eh ben, je suis en manquement à ces conditions générales. Donc, en fait, LinkedIn peut me sanctionner
mais c'est de la responsabilité contractuelle. Hein. Donc, si LinkedIn me sanctionne, LinkedIn va en fait restreindre mon compte ou le bannir temporairement ou m'exclure totalement. Mais finalement, mon scrapping, tout va être une question de proportion. C'est-à-dire que si je vais récupérer seulement quelques données, est-ce que vraiment LinkedIn va pouvoir m'en empêcher? Et surtout, est-ce qu'on va vraiment considérer que c'est massif et que c'est contraire aux conditions générales de LinkedIn? Pas évident. Donc, on a déjà ce doute qui quand même profite aux scrappers sur LinkedIn. C'est-à-dire que oui, effectivement, je suis en manquement aux conditions générales de LinkedIn, mais est-ce que c'est un manquement si grave qui justifie qu'on me bannisse? C'est pas évident. Et du coup, ça amène ta question au sujet presque suivant, celui du numéro de téléphone. C'est-à-dire que je récupère un numéro de téléphone et j'appelle la personne. Alors, le premier sujet, effectivement, là, on sort un peu du pur juridique. Il a accepté, ce général de l'armée, de mettre son numéro de téléphone sur LinkedIn. Donc, il peut quand même raisonnablement s'attendre à un moment à ce que quelqu'un l'utilise. Mais ça ne vaut pas consentement. Ça ne vaut pas consentement et surtout, ça ne vaut pas information. Parce que ce qui est très important avec le RGPD sont les articles 13 et 14 qui nous disent que, article 13, quand je collecte des données directement auprès de la personne, article 14, quand je collecte des données indirectement auprès de la personne, je dois lui communiquer un certain nombre d'informations. Ils sont mon identité, ce que je vais faire de la donnée, combien de temps je vais la garder, à qui je vais l'envoyer, bon, etc. Je ne vous refais pas tout l'article. Et ce devoir d'information, indépendamment de savoir si j'ai scrappé, pas scrappé, et de savoir si j'ai récupéré la donnée de manière licite, il faut que j'informe la personne. Donc, je dois respecter un deuxième étage de règles. D'abord, j'ai la collecte de la donnée au niveau technique, et puis mon deuxième étage, c'est ma collecte sur un plan RGPD. Est-ce que j'ai respecté le RGPD? Donc, est-ce que mon utilisation de cette donnée va être licite? Est-ce que ma collecte, elle est loyale? Moi, dans ce cas-là, j'ai tendance à considérer que oui, la collecte, elle est loyale. C'est-à-dire que je ne suis pas allé pirater l'ordinateur de la personne pour lui récupérer son numéro de téléphone. Elle l'a mis sur LinkedIn. Donc, la collecte, elle est loyale. Après, est-ce qu'elle est licite? Elle sera licite si j'informe la personne et que j'utilise cette donnée pour un usage licite. Ouais, tu vois, ça amène des questions qui sont dans le chat. Alan, imagine, on prend le cas d'usage, par contre, que la base de données que j'ai récupérée avec le numéro de téléphone, elle est hackée, ou que les outils l'ont récupéré dans le carnet de contact personnel de l'interlocuteur et que moi, j'utilise ça. Alors, effectivement, si la base, elle a été hackée à l'origine, si la donnée, elle n'a pas été mise en ligne par la personne, ou avec son consentement, dans ce cas-là, effectivement, ma collecte, elle n'est pas loyale. Après, on peut débattre de savoir si je le savais ou pas. Mais si on prend l'exemple précis de LinkedIn, et je vois le commentaire de Mathieu, qui dit ça a été récupéré dans le carnet d'adresse de la personne, oui, mais elle a donné son consentement. Quand je me log avec Google Connect ou Facebook Connect, on me liste les informations qui vont être communiquées et j'accepte ou je refuse. Après, c'est toujours le même sujet. J'ai le droit de restreindre l'accès à mon service et à le soumettre à un certain nombre d'informations que les gens vont communiquer. Donc, parce que, de manière très basique, hein, c'est l'exemple que je donne souvent, si je ne donne pas mon adresse postale à un site de e-commerce, ils ne peuvent pas me livrer. Donc, on ne peut pas reprocher à un site de e-commerce de vous demander votre adresse postale pour vous livrer. Ouais, intéressant. Thibault, ça a l'air pertinent l'article, mais pour ce webinaire, par contre, je vais pas avoir le temps de le lire pour challenger Alan avec. J'ai envie de reprendre la question du haut quand même, Alan. Ouais. Imagine, j'ai un outil, moi, pour scraper le bon coin. Là. Ouais. Scraper le site et prendre les annonces. J'ai le droit de faire ça ou pas? Alors, au vu de la dernière jurisprudence, non. Sauf si mon scrapping, il n'est pas substantiel. Alors, il y a qualitativement substantiel ou quantitativement substantiel. Quantitativement, on le comprend, mais on ne l'interprète pas tous. C'est-à-dire, on a compris ce que c'était. Il y a une portion de la base que j'ai le droit de récupérer et une autre que je n'ai pas le droit de récupérer, mais on ne sait pas laquelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, les jurisprudences, elles vont dans tous les sens. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%, 20%, 30%? Aujourd'hui, honnêtement, on ne sait pas. Parce qu'en plus, sur les décisions qu'on peut voir, par exemple, en matière d'immobilier, ils considèrent qu'il y a des sous-bases.
C'est-à-dire que du coup, si je récupère 75% de la base immobilier, même si ça représente que 5% de la base totale du Bon Coin, c'est quand même 75% de la sous-base immobilier. Donc, on considère que c'est quantitativement substantiel. Après, le qualitativement substantiel, bah, ça va vraiment être du cas par cas. Par exemple, si tu veux, dans ton idée de scrapping, si tu veux faire des statistiques sur, je sais pas, sur l'immobilier, tiens, et dire, voilà, moi, je vais reconstituer le prix de vente au mètre carré à Paris dans le Bon Coin. Bah, on peut considérer que cette information-là, elle est qualitativement substantielle parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas récupérer? Toutes les annonces, et dans toutes les annonces, tu vas prendre la superficie et le prix et la localisation. Bon. Est-ce que c'est qualitativement substantiel? Moi, j'aurais tendance à considérer que oui, parce que ça, c'est une donnée que le Bon Coin aurait pu réexploiter par ailleurs, et c'est ce qui fait en partie la valeur ajoutée de leur base. Donc, effectivement, on a un vrai sujet avec le Bon Coin. Est-ce que je peux scraper, pas scraper? Est-ce qu'on pourrait parler, tiens, des règles de stockage de données quand on va rentrer dans le cadre du code mailing, notamment? Ouais. Parce que là, je vais stocker tout un tas d'informations. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut se dire sur ça? Donc, on revient à notre question de RGPD, c'est-à-dire il faut que j'ai informé la personne. Donc, il faut qu'elle ait été informée de ce que j'avais collecté ces données, du fait que j'allais les stocker, de l'usage que je vais en faire, et de la durée de conservation. Et une fois que j'ai informé la personne, je dois à chaque communication avec elle lui donner la possibilité de se désinscrire, donc de faire supprimer ces données de ma base. Mais à partir du moment où j'ai respecté ces éléments-là, effectivement, oui, je vais être conforme et je vais pouvoir stocker la donnée. Après, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir garder la donnée indéfiniment, puisque la personne a tout le temps la possibilité soit de se désinscrire, soit carrément de demander la suppression de ces données de la base. Mais effectivement, c'est quelque chose que je peux faire. Ok, extra, c'est intéressant. On a quand même l'impression que, tu sais, les cas d'usage sont vraiment tous différents et que limite, des fois, on a un peu des zones grises. Mais ça serait quoi les risques alors? Qu'est-ce qu'on risque à faire ces trucs-là? Alors, les risques, ils sont multiples. Sur le premier volet, sur le scrapping, le risque, c'est une action de la part de la source. C'est le Bon Coin qui te dit, tu n'as pas le droit de venir scraper mes données. Donc après, en général, ils envoient une mise en demeure, 2 mises en demeure. Et puis au bout d'un moment, si vraiment on scrape beaucoup, et systématiquement, ils vont finir par assigner. Donc là, il y a un risque. Après, les dernières condamnations qu'on a vues, après, tout est une question de point de vue, mais c'est pas catastrophique. C'est quelques dizaines de milliers d'euros de sanctions. En général, ils arrivent en demandant 3 millions. Et puis, quand ils repartent avec 50, 60 ou 80 000 euros, déjà, c'est une belle prise, quoi. En revanche, on est obligé d'arrêter le scrapping. En tout cas, une fois qu'on a été condamné. Donc, le premier risque, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est sur l'aspect RGPD. Si j'ai pas collecté ma donnée correctement et si je la stocke pas correctement, et donc si j'ai pas informé la personne, mon risque principal, c'est contrôle et sanctions CNIL. Alors, il faut savoir que la majorité des contrôles CNIL, ils sont déclenchés à la suite de plaintes. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui va se plaindre que, par exemple, la désinscription de votre newsletter ne marche pas, ou qui va se plaindre d'avoir été sollicité commercialement par votre société sans accord. Vous allez en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ils n'attendront pas 10 avant qu'il y ait un contrôle. Là, ces contrôles, en général, mise en demeure. Si vous vous mettez en conformité rapidement, en général, ça se passe plutôt bien. Maintenant, les deux risques principaux, c'est évidemment l'amende. Alors, on a vu de tout. On voit des amendes à quelques milliers d'euros et on voit des amendes à plusieurs millions. Ce qui est assez nouveau pour la CNIL, c'est qu'on voit maintenant des condamnations de tout petits acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu des médecins libéraux, généralistes condamnés pour avoir stocké les données de leurs patients. C'était limite sur WordPad, avec un ordinateur pas sécurisé, pas de mot de passe, etc. Mais du coup, on a des condamnations de tout petits acteurs. Avant, ils tapaient Facebook, Google et le CAC 40, quoi. Maintenant, on va vraiment sur des condamnations beaucoup plus larges. Et avant même l'amende, le risque, c'est qu'on vous demande de purger la base de données et de vous dire, moi, auditeur de la CNIL, je constate qu'il y a 80% de votre base qui n'a pas été collectée dans les bonnes conditions.
Donc, il faut supprimer ces 80% de la base. Ok, intéressant. Tu vois, j'ai Benjamin qui me parle B2C, B2B. Est-ce que les mails B2B sont protégés par la GDPR ou ça serait quoi les règles dans ce cas de figure-là? Alors, le B2B, le sujet, c'est est-ce que je peux identifier une personne nommée? Par exemple, si j'envoie un mail à contact@mybizdev.com, je ne sais pas qui me répond, donc on va considérer que ce n'est pas une donnée à caractère personnel. Par contre, si j'envoie un mail à maxime@mybizdev.com, donnée à caractère perso, donc j'applique mon RGPD tout du long. J'ai Greg qui me pose une bonne question, j'y avais pas pensé. Moi, j'ai un fichier Drive. En titre, c'est fichier de prospection et j'ai des dizaines, centaines de milliers de contacts de scrapping un peu partout sur 1000 fichiers que j'ai extraits. On a un risque à faire ça, on a le droit ou pas en fait? C'est vrai que c'est un cas d'usage classique au final ça. Les questions, alors c'est où est-ce que j'ai récupéré cette donnée? Oui, c'est toujours ça, ok. C'est toujours ça en fait. Où est-ce que je l'ai récupéré? Est-ce que j'ai informé les gens? Après, effectivement, j'ai vu un petit peu plus haut qu'il y avait une question à propos d'un éventuel leak de données. Voilà, après, mon sujet, c'est qu'une fois que j'ai ma donnée et que je la stocke en cold mailing, il faut quand même qu'elle soit un minimum sécurisée. Alors après, on peut rentrer dans le débat de savoir si Google Drive c'est sécurisé ou pas. C'est peut-être pas le moment, mais voilà, il faut que ma donnée soit sécurisée. Ok. Tu sais, on parlait souvent dans le B2B, GDPR, prospection. Quand on parle de prospection, qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire? Il paraît que ça, c'était pas GDPR, que je pouvais prospecter, appeler les gens librement au téléphone, non? C'était quoi les règles? Effectivement, en fait, et là, c'est ma troisième couche de juridique qui se surajoute. C'est-à-dire que d'abord, j'ai mon scrapping, ensuite, j'ai ma gestion des données à caractère personnel, et enfin, j'ai les règles relatives à la prospection commerciale. Et donc, effectivement, là, j'ai deux vitesses de règles. Si je suis dans de la prospection commerciale vraiment pure en B2B, je n'ai pas besoin de l'accord préalable. En revanche, je dois toujours octroyer à la personne la capacité de se désinscrire et d'arrêter de recevoir mes communications. En revanche, si je suis en B2C, la règle, c'est bien le consentement préalable. Extra, merci Alan. J'ai envie d'aller emmerder un peu Alex là, tu sais, pour le coup là. Non? Il y a pas mal de points là, je lis, il y a pas mal de points dans les commentaires. Peut-être rebondir d'abord sur les commentaires. Ouais, je veux bien si j'en ai raté quelques-uns. J'ai essayé de les choper un par un, mais il y en a beaucoup. Il y a plusieurs sujets. Il y a des débats un petit peu sur est-ce que on est couvert ou pas en pro, comme le disait très bien Alan. Retenir qu'en pro, il y a deux types de contacts. Le contact générique, contact info, communication, support, qui sont appartenant à la société. Là-dessus, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de protection GDPR. Par contre, dès qu'il y a un nom, un prénom, une identification d'une personne, forcément, c'est devenu de la donnée personnelle. Après, il y a une question autour du consentement. Alors, la question du consentement, elle est un peu touchy, parce qu'on peut lire tout et n'importe quoi, même des rendus de la CNIL. Tu dis si je dis une erreur, Alan, mais de ce que je m'en souviens, en fait, il y a l'intérêt légitime qui peut être lié à l'activité de la société et au poste de la personne que vous contactez. C'est-à-dire, alors voilà, le cas Nestor de fin d'année dernière où il proposait des livraisons de repas à tous les salariés il spammait un petit peu tout le monde en gros pour proposer des livraisons de repas sur site. Ils ont été retoqués par la CNIL, ils ont pris une amende. Alors, pour plein de motifs, c'est pas uniquement qu'ils ont un petit peu spammé trop largement et que donc ils se sont fait redresser pour ça parce qu'ils n'avaient pas demandé le consentement préalable des personnes, il n'y avait pas d'opt-in, il n'y avait rien du tout, du coup ils spammaient les gens pour leur proposer des livraisons. Ils ont jugé justement qu'ils auraient dû potentiellement mieux cibler leur entrée et contacter par exemple une personne au RH, une personne aux services généraux, enfin des gens qui puissent décider ou non de propager ou d'offrir leurs services aux salariés et pas de spammer tout le monde parce que c'était pas ciblé en fait, il y avait un manque de ciblage du poste des personnes visées. Et en plus, on peut se poser la question de le repas, est-ce que c'est vraiment professionnel ou pas? C'est un choix qui est personnel. Après, les personnes est-ce qu'ils vont se faire livrer ou pas? Donc, en tout cas, ils se sont fait redresser. Donc, on en a conclu aussi que nous, on avait étudié, d'ailleurs, avec Alain, on avait regardé ce cas pour étudier un peu ce qu'on avait le droit de faire, pas faire. Nous, on avait retenu le sujet. C'est évidemment, il faut cibler, selon ce que vous faites, évidemment, l'activité d'abord de la société des prospects, pour être sûr que ce que vous proposez est adéquat avec leur activité, donc l'activité de l'entreprise, et ensuite aller cibler la personne qui sera à même d'étudier votre offre et qui pourra éventuellement être intéressée dans le cadre de son poste par souscrire à vos services. Typiquement, moi, je reçois régulièrement des prospections chinoises pour des moules industriels. Bon, là, c'est clair que c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, donc ce type de prospection est à bannir naturellement. Encore en acheter en fait des bases email téléphone. Qu'est-ce que je peux faire, Alex? C'est quoi l'idée?
Grosso modo, tiens, j'avais un petit slide que j'avais préparé. Si je peux l'afficher. Avec plaisir. Hop là. Hop, on va vérifier ça. Hop là. Alors, si vous voyez bien. Voilà. Alors, la question d'achat de base, parce que en fait, il y a plusieurs sujets. Donc, on parlait de constitution par soi-même, donc respecter les droits de propriété, etc. Quand on achète une base, on ne sait pas forcément. Donc, déjà, prenez l'habitude, quand vous allez collecter des données, de poser des questions simplement au prestataire et lui demander voilà, comment il constitue ses bases. Est-ce qu'il a, alors on ne peut pas parler de certificat de compliance, mais est-ce qu'il a travaillé en fait sur un modèle de compliance RGPD et est-ce qu'il a un document, quelque chose qui certifie ou qui atteste que, en tout cas, il est conforme sur l'esprit de la loi, chose que nous, on a fait pendant des mois, vraiment à chercher un modèle qui fonctionne, à structurer nos systèmes pour que ça marche et à avoir d'ailleurs une note sur le sujet qui explique pourquoi, avec des arguments, on est compliant. C'est la première chose à faire parce que quand vous ne savez pas d'où viennent les données, c'est vous qui prenez des risques. À savoir que quand vous avez acheté vos bases, alors on reparle d'Elise Lucet, et forcément, Colt CRM, Lusha, Casper, Co, il faut savoir, quand on vous livre du 0,6 en stock, faut se poser des questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est légal? On peut encore acheter du téléphone, même du téléphone direct, mais ça veut dire que la constitution des bases, elle doit être faite sous opt-in. Ça veut dire, c'est typiquement quand on va acheter un produit ou se référencer chez un fournisseur et qui nous demande, est-ce que je peux utiliser tes données pour de la réutilisation commerciale? Si vous avez coché ça, on va donner légalement votre numéro parce que c'est vous qui avez donné le droit à le faire. En l'occurrence, on imagine bien que le général qu'on voit dans l'émission, il n'a pas donné l'autorisation pour donner son numéro pseudo-secret réservé au service de l'armée. Donc forcément, c'est quelque chose qui lui a piqué. Donc là, c'est typiquement parce qu'on a bien vu d'ailleurs Colt CRM. Je me demande, j'ai vu que leur site avait disparu. Je ne sais pas où ils sont passés. Colt CRM, typiquement, les 320 millions de contacts, ils les ont pas eu licitement. Bon, il y a eu des leaks. Après, il y a des fantasmes, etc. On ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais le coût de l'application de messaging qui pique tout le répertoire de tout le monde, on imagine bien que ça peut aller assez vite pour constituer une méga base de téléphone portable. Donc, ça semble probable. Nous, typiquement, on ne fait pas de numéro de portable et de ligne directe, même en fixe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas générer des numéros de téléphone en les estimant, en les construisant. On est obligé d'avoir, du coup, on est obligé de les stocker. Et comme on est obligé de les stocker, que c'est une donnée personnelle, on est obligé d'avoir un opt-in. Donc, voilà pourquoi nous, on s'est dit, on va faire que du téléphone de standard, parce que le téléphone de fixe, on n'arrivera pas à avoir les opt-in. 2, si on se les procure, du coup, en plus, ça va être forcément frauduleusement. Donc, clairement, on a toujours barré la route à ce type de données. C'est vrai que c'est limitant par rapport pour les gens qui avaient l'habitude de travailler là-dessus, mais en même temps, les temps allant, je pense qu'il est vachement plus prudent d'arrêter de prospecter sur des lignes directes quand les personnes ne sont pas au courant et de passer par le standard. Parce qu'il y a beaucoup plus en plus d'interlocuteurs qui, en recevant ce type d'appel, ont le réflexe maintenant d'aller faire une plainte CNIL. Donc, et ouais, Géomar qui me pose une bonne question, Alex, excuse-moi, je te coupe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de GDPR en Europe, mais si on fait de la prospection internationale, du coup, il n'y a plus de limite alors. Oui, alors Europe, la société cliente et prospect, du coup, n'est pas soumis GDPR. Et c'est une des premières réponses aussi sur les cas Colt CRM, Lusha Co. Ils ne sont pas référencés en France, ils sont domiciliés à l'étranger, donc sous ce régime du droit étranger. Donc typiquement, même d'Europe pour Lusha, pour le cas de la CNIL avec Lusha, moi j'ai jamais été facturé par Lusha, mais j'imagine qu'ils, malins comme ils sont, ils doivent facturer directement de New York. Donc voilà, c'est un procès qui aurait lieu entre la France et les États-Unis et la CNIL n'a aucune autorité aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent pas faire grand. Okay. J'ai une autre question, tiens, qui est intéressante. C'est Grégoire, lui, il est bizdev en freelance. Et il me dit, si je travaille pour une boîte qui n'est pas GDPR compliant, mais qu'elle me fait bosser sur ses bases de données, est-ce que je cours un risque de responsabilité ou pas? Si pour Alan, cette question-là, je te laisse commencer, Alex. On a un bon cas qu'on connaît bien, puisque nous, c'est toute la logique qu'on a. Nous, on est comme entre guillemets, pas un freelance, mais un sous-traitant pour les sociétés. C'est-à-dire qu'on génère de la donnée pour leur compte. Et en fait, un gros concept de base centrale en RGPD, c'est le concept de sous-traitant et le concept de responsable de traitement. En l'occurrence, alors Alan, sous ton couvert, parce que là, on rentre dans le cœur du juridique. Moi, je me déconnecte, t'es trop fort, Alexandre. Tu m'en avais tellement mangé. Du coup, on peut considérer qu'un freelance qui est mandaté
par une société qui lui donne une mission travaille en qualité de sous-traitant pour le compte de cette société qui sera responsable du traitement du fichier, parce que c'est elle qui va l'utiliser, ou alors le faire utiliser au freelance pour le compte d'eux. Donc tu me dis si je me trompe, Alan, du coup pour moi c'est la société. Ouais, c'est ça qui va être important à déterminer, effectivement. Si vous faites que travailler sous la direction du client final, effectivement, dans ce cas-là, vous êtes sous-traitant. Alors ça va devenir un tout petit peu plus compliqué si vous êtes dans une situation où vous commencez à déterminer certaines fonctionnalités, certains types de traitements, à dire vous devriez faire ci ou ça. S'il commence à y avoir du conseil, par exemple, alors là, on peut éventuellement se poser la question. Et effectivement, votre intérêt, c'est de n'intervenir que comme sous-traitant et du coup de n'être en fait finalement pas responsable, sauf si vous n'exécutez pas votre mission correctement. Donc ça, c'est un truc à bien cadrer dans vos contrats avec les clients. Faites gaffe aussi peut-être à ce que vous signez, parce que c'est probable aussi qu'il vous fasse signer du truc avec plein de clauses RGPD, comme quoi ils vous demandent de respecter le RGPD, comme quoi, etc. Et que dans les faits, ils vont vous demander des fichiers qui sont clairement pas RGPD compliant, donc ça peut aller en contradiction avec l'ordre de mission, et eux vont se couvrir comme ça, et vous, en fait, ils vont vous mettre dans la zone grise en vous disant « Ah, mais on t'avait dit de respecter le RGPD ». Ouais, on le voit souvent. Très important, tu vois, Alexandre, et je pense que je suis le premier concerné, moi, qui vend des BizDev aux quatre coins de Paris. Dès que j'ai des clients, c'est des PME avec un service légal. De toute façon, c'est une question qui va être hyper importante. Et Lucha, c'est interdit. De toute façon, on rentre pas. Tant que c'est de la zone grise, ils ne travaillent pas de toute façon. Il faut que de la zone très claire, tu vois. Comment on fait ou c'est quoi justement peut-être le modèle Société Info pour venir travailler avec des comptes comme ça en fait. Ouais, donc déjà voilà, pour terminer sur l'acquisition de la base, on peut acheter, mais il faut un peu s'enquérir d'avoir des certifications, de comprendre la collecte. Voilà, on parlait des bridges de données, c'est pareil. Voilà, LinkedIn typiquement, quand la solution déjà elle va aller sur LinkedIn, mais comme on dit, là on est sur une responsabilité contractuelle. Au pire, il y aura un clash avec LinkedIn, ce sera que le prestataire de données. Donc vous en tant que client, bon, vous êtes réutilisateur, c'est pas à vous qu'il incombe d'aller scraper LinkedIn, donc vous achetez la donnée, vous n'êtes pas forcément au courant, vous craignez pas grand-chose. Par contre, sur le RGPD, si vous avez plein de données personnelles que vous n'avez pas validées d'où elles viennent, vous ne respectez pas déjà le RGPD. Vous achetez des bases, vous n'avez pas la provenance et vous les utilisez peut-être sans lien de désinscription, sans information préalable, etc. Donc vous êtes responsable, vous pouvez être retoqué même si la donnée, vous l'avez achetée. Et d'autant plus si vous l'avez acheté un acteur avec immatriculé à l'étranger, qui même la justice française ne pourra pas aller le chercher. Donc du coup, soyez prudents. Ouais, c'est ça le sujet. On a un très bon point. On ne se couvre pas en achetant de la donnée à l'étranger, parce que si la CNIL ne peut pas aller récupérer le prestataire à l'étranger, c'est sur vous qu'elle va tomber. Et comme le point qui a été soulevé par Marie, salut Marie, c'est-à-dire que, attention, c'est pas parce que vous récupérez de la donnée à l'étranger que c'est pas RGPD. En revanche, effectivement, si vous prospectez, et d'ailleurs, c'est pas 100% vrai, mais si vous prospectez, par exemple, des Taïwanais depuis la France, effectivement, en fait, en théorie, le RGPD s'applique, sauf qu'un ressortissant de Taïwan ne viendra jamais vous chercher en France parce que le RGPD n'était pas respecté. Mais en théorie, en fait, dès qu'il y a un critère de rattachement avec l'Union européenne, le RGPD s'applique. Voilà. C'était la petite parenthèse. Pardon. Parce que là, les gens doivent se demander comment nous on fait pour générer des millions d'emails et des fichiers d'emails en respectant tout ça. Donc alors, premier point, c'est un montage. Alors, nous, on se positionne en qualité de sous-traitant, en qualité de solution technologique de génération d'emails. Et non pas, on parle souvent de base de données. On a une base de données légale, mais on n'a pas de base de données de contact, c'est faux. En fait, on appelle ça comme ça par abus de langage, mais si on vient techniquement chez nous, il n'y a pas de base de données de contact. Là-dessus, on est assez similaire à des solutions d'enrichissement. Drop Contact, que vous devez bien connaître également, fonctionne de la même manière, et d'ailleurs a eu un contrôle CNIL et s'en est bien sorti. Voilà, on est très amis, enfin on est très en bon terme avec eux. Nous, le système d'enrichissement et de génération de contacts fonctionne de la même manière. Donc c'est-à-dire que nous, et j'inclus Drop et d'autres acteurs certainement qui ont des bonnes procédures et des bons process, on ne va pas prendre de leaks, on ne va pas piquer des emails à droite à gauche et les stocker avec des données personnelles et les revendre en bloc. En fait, si je vous détaille un petit peu plus, alors là, ça rentre un petit peu de technique, mais c'est pour que vous visualisiez un petit peu, on n'a pas de secret, nous, et on explique comment on génère nos données. On est très transparent. Et c'est le modèle, d'ailleurs, qu'on a défini avec les travaux avec le cabinet d'Alan.
Nous, en fait, notre métier, c'est quoi? C'est de récupérer un stock de données légales. Bon, bah, on indexe tout ça, on met à jour, et nos algorithmes vont identifier ce qu'il y a sur le web qui peut être apparenté à appartenir à la société, notamment les sites web. Ces sites web, ils nous ouvrent les portes sur des domaines. Donc, on en trouve des fois plusieurs. Donc, notre premier boulot, c'est de savoir quel est le site principal, qu'est-ce que fait la société, etc. De ce site, on va arriver à détecter toujours dans Google ou autre, hein, dans l'espace public, on va dire, quels sont les LinkedIn, enfin, le profil LinkedIn Corporate, et les personnes liées à ce Corporate LinkedIn, de manière à récupérer notamment leurs posts. Donc là, en fait, voilà la base de contact qu'on crée, c'est des posts, donc pas de données personnelles, c'est un intitulé de poste, chargé de projet, directeur marketing, etc., qu'on va indexer à des numéros de sirène chez nous. Ensuite, il y a pas mal de petits algorithmes qui travaillent et qui vont tenter, alors ils vont trouver des emails qui se baladent un petit peu sur Internet, c'est ce qu'on appelle des emails qu'on peut scraper, et on va aussi recomposer des patterns, tester des emails pour voir ce qui fonctionne ou pas. Donc, on fait ça en masse, et quand on trouve un email qui fonctionne, on l'efface. On efface la donnée personnelle, et du coup, on garde encore une fois en stock simplement une composition de patterns, des URL LinkedIn qu'on peut trouver dans l'espace public. On ne va pas sur LinkedIn, encore une fois, on n'est même pas en breach des conditions de LinkedIn, on ne va pas dans LinkedIn pour prendre des données, on prend des données qui sont indexées librement par les utilisateurs de LinkedIn dans les moteurs de recherche. Et sur cette base, on génère un stock de posts par sirène et des moyens de générer leur email. Sans parler du fait que bon, tout le monde connaît un petit peu, on est quand même dans une population là plutôt spécialisée, donc les testings d'email et la logique des accept all, catch all, etc. Donc ça veut dire que tous les emails en plus sont pas validables. Et il y a une autre condition, alors là c'est sous ton couvert aussi Alan, de la RGPD qui explique que quand on fait de l'estimation de données, donc l'estimation d'email par exemple, c'est pas une valeur sûre, c'est-à-dire qu'on n'a pas piqué la donnée quelque part, on l'a pas stockée. Nous on a des algorithmes qui estiment et qui font en fait, ce que j'explique simplement aux personnes sur le modèle quand je veux être vraiment simpliste. Je dis, bah, c'est comme si quand on a un business développeur qui repère un email ou un format d'email sur Internet et qui veut contacter la personne X, qui va tenter tous les formats d'email peut-être pour envoyer son email. Et s'il y en a un qui ne marche pas, il va tenter un autre format. Bah, il va tenter initial.nom, nom.initial, et ainsi de suite. Bah, en fait, notre algorithme, il vous permet de faire ça de manière plus rapide et sur une volumétrie importante de données. Et c'est typiquement comme ça que ça fonctionne. Je sais pas si c'est clair. Ok, si c'est clair, c'est technique. C'est assez technique, mais c'est ce qui clair. permet de ne pas stocker. Tiens Alex, je me dis là, il est 13h44, c'est clair mais c'est technique. Est-ce que tu veux pas nous faire une démo là rapidement de l'outil qu'on voit sur un cas concret en plus des slides? Ça pourrait être pas mal, je pense, pour finir en beauté. Bah, très rapidement, oui. Voilà. Donc bah, typiquement là c'est notre interface. Donc nous justement voilà, on va indexer énormément de ce qu'on appelle des contacts. Donc c'est vrai que ça laisse apparaître comme étant une base. En fait déjà les contacts c'est quoi? C'est principalement les mandataires légaux. Déjà on a les mandataires légaux qui sortent des bases de l'État. Donc là, alors là c'est encore plus compliqué. On a eu aussi de grandes discussions avec le cabinet d'Alan parce que les mandataires légaux d'un côté ils ont une obligation publique d'être définie et d'être annoncée dans les annonces légales. Donc publiquement, on est obligé de déclarer les mandataires des sociétés, mais d'un autre côté, ils ont aussi un droit à l'effacement et ils sont concernés par le RGPD. Bon, il y a une double son de cloche dans le juridique. Donc typiquement, on a le droit de les afficher, mais si nous demandons de les enlever, on doit les enlever. Et en fait, dans ces contacts, on va avoir à peu près, si on regarde dans nos fils, on va pouvoir avoir à peu près voilà, les légaux, et on a 6,5 millions de personnes qu'on importe, en fait, qu'on indexe de LinkedIn. Alors qu'on indexe, comme je dis, on garde des traces, qu'on a des URL LinkedIn liées à des sirènes et qui nous permettent de générer des emails. Mais en fait, typiquement, l'application, pourquoi elle fonctionne bien pour les liaisons au RGPD, ça va notamment être parce qu'on a 2 moteurs de recherche, nous, de ciblage. Comme on l'a dit, ce qui est vachement important aujourd'hui à l'ère de l'RGPD, on a toujours le droit de prospecter. On a toujours le droit de faire du cold emailing. Cependant, il faut hyper cibler. Nous, on conseille également à nos utilisateurs, en bas même de leur mail, de marquer, voilà, je vous contacte dans le cadre d'une offre de X parce que vous êtes Y et j'ai généré vos données sur une base de données publique grâce à l'outil Société Info. Par exemple, ça marche. Vous avez indexé, c'est d'où vient la donnée, vous êtes en collecte indirecte, mais vous l'avez généré avec un outil sur la base de données publique. La personne est au courant de tout et elle peut évidemment demander à stopper
les envois et être retirés de votre base. Il faut se rappeler encore, je reprends le cas Nestor, s'ils ont été retoqués aussi et pris une amende, c'est qu'a priori, les liens ne marchaient pas. Et même après multiples relances de certaines personnes pour être supprimés de leur base, ils ne le faisaient pas, ils continuaient de les spammer. Donc forcément, ils y sont allés un peu fort. Du coup, en quoi ça consiste? Nous, les moteurs de recherche, ça va permettre, comme on disait, d'abord cibler l'entreprise et son métier. Je ne sais pas, j'ai marqué, on a quelques sites agence digitale qui parlent de SEO, par exemple. Voilà, donc je vais cibler mes sociétés. Et de l'autre côté, je vais pouvoir cibler les postes, en fait, que je veux, tout simplement. Voilà, je veux carrément des CEO d'agences. Et je peux aller même plus loin. Donc, je veux des emails. Voilà, donc je réduis mon scope. Et là, voilà, je peux même carrément exclure pour être sûr les webmails. Donc, ça arrive qu'il y en ait. Alors, les webmails, nous, pareil, on évite de les récupérer. Par contre, quand c'est un indépendant qui, sur son site pro, a indiqué, je peux dire n'importe quoi, c'est même pas forcément un indépendant, ça peut être d'ailleurs hôtel du chamois @gmail, voilà, est-ce que c'est un mail personnel? Bon, nous, on permet quand même pour les gens qui sont sensibles à ça d'exclure les webmails pour être sûr de ne pas avoir de Gmail, Hotmail, etc. dans les envois. Et bon, alors là, c'est une test de délivrabilité. C'est juste le moment pour se concentrer sur les emails 100% délivrables, mais ça, c'est une autre problématique, une problématique RGPD. On peut aussi travailler que sur du générique, si on est sensible, et qu'on veut justement spammer, faire des campagnes de notoriété. On peut travailler uniquement sur de l'email générique. Mais sinon, typiquement, vous allez pouvoir du coup cibler parfaitement l'activité, cibler le poste. Si vous voulez plusieurs postes, c'est possible aussi. Mais voilà, on conseille vraiment d'hyper cibler parce qu'en général, voilà, on ne va pas avoir la même offre pour un SEO que pour un CTO. Donc, ciblez vos messages, précisez l'offre. Et du coup, vous pourrez comment dire, être dans les clous de la RGPD et pas vous faire attraper par la patrouille. Ok, donc j'ai un outil qui combine tout en gros, quoi. J'ai plus besoin de faire des recherches sur LinkedIn, ni de prendre des outils tiers. Société Info, c'est un peu la plateforme GDPR compliant pour faire ça prospe. C'est ça la headline, là, non? Nous, on fait la génération, on le fait même peut-être plus compliant que les scrappers, parce que la plupart des scrappers, ils passent quand même dans LinkedIn. Alors ça, c'est un problème qu'on dit avec LinkedIn, et de là, ce que LinkedIn se retourne contre tous les scrappers indépendants, il n'y a pas de sujet. Nous, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'évidemment, ça serait mieux pour nous d'aller taper directement dans LinkedIn. On aurait plus de données, on aurait les historiques de posts, on aurait plein de choses qu'on ne peut pas avoir dans les indexations du web. Mais le problème, c'est que nous, on a un prestataire de données. Voilà. On revend et on a plusieurs clients. Donc forcément, comme on l'a vu avec les hunters, etc., qui se sont fait toquer petit à petit par LinkedIn, voilà, on risque d'être bloqué en fait, et d'avoir nous des problèmes avec eux. Donc nous, on le fait pas, on contourne et on fait ça avec de la donnée. Autre question, je reviens un peu en arrière dans le feed parce que j'ai une question qui a bien fonctionné. C'était Greg qui nous demandait, j'ai des bases qui sont des bases hackées. Est-ce que je peux les utiliser, pas en prospection, mais juste pour ajouter des gens sur LinkedIn? Alors... la problématique, en fait, c'est que cette base-là, elle n'est pas propre. Donc, si on la garde, à un moment, si on est contrôlé, par exemple, on va nous demander d'où sortent les données. Et comme elles n'ont pas été collectées de manière loyale et licite, c'est un manquement au RGPD. Après, dans une logique pas vu, pas pris, si j'ai ma base et que je vais connecter tout le monde sur LinkedIn et qu'ensuite je trash la base, bon, j'ai plus la base de toute façon. Donc je peux pas vraiment être contrôlé et je peux pas vraiment être sanctionné. Mais attention, voilà, ce qu'on s'est dit, il y a une manière de collecter la donnée correctement, et du coup, si on le respecte pas, on est en manquement. Et donc, récupérer une base qui a été leakée, c'est pas une manière conforme de collecter de la data. Ok. Oui, en fait, c'est toujours cette question de responsabilité finalement. En fait, il faut pas jouer au con, quoi. C'est du légal avec du compliance. Tiens, Alex, mine de rien, vu que là on est quand même sur un webinaire MyBizDev, combien ça coûte tes contacts là? Tu nous parles de tes offres co, vite fait? On peut parler prix, tu sais, chez nous, c'est pas le. Rapidement, il n'y a pas de tabou. Chez nous, c'est pas cher, on n'est pas cher. non, nous, c'est à partir de 39 € par mois, 300 lignes, 300 extraits. Parce que là, j'ai pas montré, mais sur l'écran, quand je veux montrer, en fait, il suffit d'exporter après les lignes. Typiquement, j'ai ma recherche qui vaut ce qu'il vaut. C'est complètement. Hop. Parce
complètement illustratif. Mais non, on a des offres sur tous les tarifications, donc à partir de 300. Déjà, il faut savoir qu'on est en freemium, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut nous utiliser largement gratuitement. On offre 25 crédits par mois, ça permet d'aller consulter des pages de société, débloquer même des contacts, etc. Mais dans une limite de 25 par mois. Et si on veut plus, on a des crédits à partir de 300 crédits par mois pour 39 €. Et après, on augmente les volumétries. On peut aussi acheter en pay-as-you-go, donc directement depuis un compte gratuit, on va pouvoir aller acheter un stock de crédit qui sera utilisé sur le site pour exporter soit des listes d'entreprise, soit des contacts. Vachement intéressant aussi, ne serait-ce que cette vision-là, parce que pourquoi il y a un moment où toutes les startups se sont mis à utiliser des scrappers plus ou moins illégaux, c'était que tous les fournisseurs de bases de données étaient complètement hors de prix. Si j'avais pas 10K, je pouvais rien avoir en fait quand je lançais ma structure. Ouais, c'est vrai que maintenant, quand on voit vos nouveaux outils pour 40 €, on peut commencer à faire des trucs, quoi. Nous, on le voit bien, enfin, c'est des demandes qu'on a. Voilà, on travaille principalement que les scale-up et maintenant, mais plutôt des grands comptes. Honnêtement, voilà, les indépendants, etc., souvent, ils ne nous demandent pas. Ils nous demandent, ouais, je veux du téléphone portable, nanana. Ah, bah, tant pis, je vais chez Loucha. Bah, ok, mais voilà, par contre, on voit que les gros comptes, et nous, ça nous intéresse moins, en fait. C'est pourquoi? Parce que simplement, les gros clients font attention à ça, et les gros clients, c'est ce qui fait aussi. Donc, voilà, donc les gens, quand on est un petit indépendant ou un petit qu'on commence à créer sa société, on va pas être trop regardant là-dessus au départ, mais il faut savoir que voilà, si ça commence à se développer, il faut rapidement avoir ça en tête, même dans la structuration des bases, dans le cleaning des bases. C'est même sur le légal, on voit que les gens ils respectent pas au départ toutes les obligations qu'on peut avoir en connaissance client, en indiquant sur leur facture le numéro de TVA, le numéro de sirène. C'est des choses qui sont obligatoires, mais personne ne le sait vraiment. Mais si on se prend un contrôle fiscal, s'il n'y a pas de numéro de TVA sur les factures, je crois que c'est 15 € par facture. Alors, je ne sais pas combien vous en faites par an, mais voilà, pour les sociétés qui font plusieurs milliers de factures par an, ça commence à faire un peu d'argent. Donc, c'est des choses qui, avec les montées, on va dire, en maturité des sociétés, les sujets RGPD, les sujets compliance, les sujets KYC, les sujets lutte anti-blanchiment, c'est des sujets qui montent et c'est là qu'on a besoin plus de données légales, d'avoir des bases plus clean, mises à jour régulièrement et d'avoir des prestataires qui vous fournissent un peu de garantie sur la source des données, quoi. Oui, c'est ça, il faut le prendre en fonction de sa situation au final. Dans le chat, il y a eu beaucoup de questions. Je crois que je les ai posées quasiment toutes, hein. J'ai pas fait d'impasse en tout cas. Vu que je garde encore Alex et Alan pendant quelques minutes, s'il y en a une que j'ai sautée, n'hésitez pas, c'est le moment. Ou une où on n'a pas été clair, ou la réponse ou une reformulation, n'hésitez pas, ils sont avec moi, ils sont chauds, ils ont peur d'aucune question apparemment. On ne fait aucune impasse. Alors j'en ai une, Maxime, quel outil tu utilises? Société Info, j'utilise, monsieur. Menteur. Bon, on a l'air plutôt pas mal hein, dans les questions. Bah, en tout cas, je voulais vous remercier parce que c'était pas un exercice facile. C'est vrai que personne se mouille en fait sur ces questions de GDPR. Personne n'ose venir en frontal. Vous êtes prêté au jeu. Les questions étaient pas faciles. Et moi, ce que je retiens à titre perso, c'est que c'est vraiment une question de situation en fait. Et que chacun en prenne avec sa situation. Et que aussi, finir un, c'est du personnalisé. Et c'est un peu comme disait Alan, est-ce que je veux jouer au con ou pas, en fait? C'est ça, finalement, la loi, quoi. Et que aussi, finir un, et si je veux m'écarter de tout ça, finalement, il faut bosser avec des outils propres, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis après, c'est une question de volonté. Nous, par exemple, on a voulu indexer beaucoup de pages dans Google, des pages de société avec les noms de mandataires, etc. Donc, on en ramasse de la demande RGPD. Donc, c'est un énorme travail. Mais à partir du moment où on a décidé de faire ça, on a su qu'on allait recevoir ces demandes. On a mis en place un traitement de ces demandes. On le fait le plus rapidement possible et largement dans le délai légal d'1 mois. Mais c'est vrai que c'est du boulot. Donc, il faut toujours penser aux conséquences de ces actions en termes RGPD. Et mettre en place les outils qu'il faut. Et c'est vrai que des fois, ça demande un peu de boulot. Mais si on le fait, bon, y a pas de problème. Au final, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. Alors, des dizaines de demandes de plaintes potentielles CNIL, on n'a jamais eu aucun souci parce qu'on colle à la loi, en fait. On a le droit de faire ce qu'on fait. Et puis après, on répond aussi aux droits des utilisateurs en termes de suppression, en termes d'obfuscation de données, etc. Eh oui, et il y a cette notion de consentement qui est hyper importante finalement. Si je suis pas sûr de mes bases parce que je les ai récupérées sur X dossier ou qu'on m'a donné, je peux aller chercher du consentement dans mes messages marketing pour informer les personnes. Et ça me permettrait de faire le jeu, ça finalement. Ou pas? Ouais, ça dépend des cas, c'est toujours pareil. Si on est très très large, comme il disait, pour des stores, par exemple le Candy Store disait, la CNIL disait, non, il fallait le consentement préalable parce que c'est une question générale à des postes non ciblés. Donc c'est clairement de la prospection généralisée, c'est presque une règle B2C. Voilà, il faut
il faut consulter les gens au préalable. Après, si on vend voilà, un truc très spécifique, un outil de trésorerie qu'on adresse exclusivement des DAF, bon, ou des gestionnaires de trésorerie, est-ce qu'on peut dire que là c'est hyper ciblé en fonction de leur truc? Bon, ils peuvent être intéressés. Après, voilà, il faut toujours mentionner, je pense, à minima, la source des données, pourquoi on le contacte, et préciser qu'il a un droit à l'effacement et pas le cacher en bas. Voilà. Alan, quelle est la meilleure source d'information pour suivre toutes ces évolutions de loi, GDPR, etc.? Est-ce qu'il y a un acteur sur le secteur d'actu, un site qui donne de la bonne info sur ça? Notre veille, on l'a fait un peu à la main. Évidemment, si vous allez voir le site de la CNIL, vous avez le droit de rien faire. Donc, bah, c'est un peu global. Grégoire, si tu veux, contacte-moi sur LinkedIn et puis je pourrais te mettre dans notre mailing list. Donc, c'est vrai qu'on fait des newsletters à intervalles réguliers sur les actus, notamment RGPD. Mais c'est vrai que les sujets pour se tenir à jour, en fait, c'est vraiment pluri-source, quoi. Est-ce que des petits B2B, sont des petits B2B, c'est des B2B, hein. Je veux dire, faut bien qu'il y ait la question de Greg. J'ai l'impression qu'il y a la réponse dans sa question, mais quand on cible des petits indépendants B2B, est-ce que c'est des B2C ou des B2B? Un indépendant, si je dis pas de bêtises, pour la plupart des indépendants, ils n'ont pas de personnalité morale. Donc c'est là que tu vas dire, voilà, l'adresse du mec, souvent sur sa fiche de société, c'est perso, tous les médecins qui sont en Gmail, en fait, c'était ça la question. Est-ce qu'un médecin en Gmail, c'est un B2C ou un B2B? Ouais, c'est quoi? Indépendants, libéraux, commerçants, leur nom de société, c'est Monsieur Machin. Monsieur Machin, c'est forcément du personnel. Il n'y a pas de personnalité morale a priori, c'est qu'on appelle ça individuel, hein, c'est ça, je me trompe pas, Alan. Donc individuel égale personnel. Maintenant, c'est pareil pour le droit. Nous, on a le droit pareil, on les traite pas différemment des autres. C'est-à-dire que c'est quand même des sociétés, c'est quand même une activité professionnelle. Et puis maintenant, vu que tout est devenu, entre guillemets, tout mail est devenu de la donnée personnelle, à part les contacts à Téléinfo, et ben au final, il n'y a pas trop de différence de traitement avec le reste, quoi. Ok. Bon, messieurs, mine de rien, il va être 58. Donc, je réponds à la dernière question de Alexandre Gesta qui nous dit est-ce que le call est mort? Et non, Alexandre, le call n'est pas mort. On peut y aller. Vive le call. Bon, merci en tout cas pour votre temps. Il y a un petit point quand même, Maxime, le call n'est pas fini, on vous recommande grandement. Nous, c'est ce qu'on fait, voilà, de fournir les standards et d'aller accéder aux personnes. Voilà, vous avez le nom du poste, vous passez par le standard, on sait que c'est laborieux, mais à taper sur le réseau 06 du gars direct, c'est compliqué, et puis souvent ils se sont agressés de toute manière. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Et après, sinon, des bases de 06 légales, ça existe aussi, mais comme je dis, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, elles sont extrêmement. C'est pas le même prix que Loucha. Et là, vous allez avoir des gens qui ont accepté de mettre un opt-in et de fournir leur 06 avec leur intitulé de poste et de se faire appeler. Bon, inutile de dire qu'il y en a de moins en moins. Bon, extra. Alan, Alexandre, je tenais encore une fois de plus à vous remercier. Merci à tous, merci de l'invitation. Les gens qui sont dans le chat, merci à vous aussi pour toutes vos questions et pour l'animation. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Alexandre Conroe et Alan Walter, même sur LinkedIn, qui sont assez actifs sur les sujets de base pour Alexandre, de légal pour Alan. Si vous voulez, moi, ça parle BizDev. On garde contact. Et puis, à très vite pour un prochain webinaire.